Bonjour tout le monde, dans cette séquence, je vais vous présenter la notion d'étride. Durant cette séquence, on va commencer par une introduction. Là, on va définir la notion d'étride, les raisons d'être. Je vais vous montrer en Java quelles sont les différentes méthodes pour implémenter un thread et quelques fonctions que vous pouvez utiliser pour développer le programme autour de ce concept. Donc, bien sûr, la première question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'un thread? Avant de répondre à cette question-là, donc on va faire une projection sur l'OS, sur votre système d'exploitation. Votre système d'exploitation, il est censé exécuter de programmes. Il dispose d'un CPI qui permet de gérer la partie exécution. En parallèle, donc, il a la mémoire sur laquelle il stocke toutes les informations dont elle a besoin pour l'exécution de telle ou telle application. Et le processeur, il se compose de plusieurs composants. Parmi ces composants, on parle d'ordonnanceur. Et du coup, il apparaît bien sur nos machines, on peut arriver à exécuter plusieurs tâches à la fois. C'est la notion de multitâche. Cette notion de multitâche, on peut le projeter, donc il est géré par l'OS. Alors maintenant, on va le projeter sur notre environnement Java qui est géré par la Java Virtual Machine et du coup, on parle de multithreading. Alors, comme je viens de vous dire, donc votre ordinateur exécute des programmes, il possède un CPU, un microprocesseur, qui préoccupe d'exécuter toutes les tâches. Il stocke les programmes à exécuter, donc il dispose d'une mémoire manipulée par le programme. Et l'OS, c'est lui qui va gérer ce concept de multitâche. Donc les threads ou bien la file en général a ces mêmes capacités. Donc il a accès au CPU, il gère les processus, il a accès à une mémoire, à une file d'attente. Et le multithreading, il est géré par la Java Virtual Machine. La deuxième question qui se pose, c'est pourquoi le multithreading? Il apparaît bien parfois dans un programme si la tâche ne demande pas un temps assez remarquable, donc on peut attendre, si vous voulez, son exécution, puis on exécute le reste du programme. Il y a des situations où on aimerait bien ne pas bloquer l'utilisateur. La fonctionnalité peut aller chercher donc d'autres informations, bien exécuter une autre tâche. Donc on peut l'exécuter en tâche de fond, en arrière-plan, tout en garde la liberté à l'utilisateur de continuer de son travail et puis la manipulation de son programme. Ça peut me ramener même vers la notion des programmes synchrones et asynchrones. Si la tâche demande un temps assez remarquable, donc on ne va pas rester bloqué, donc on va déclencher la tâche. Et du coup, il faut agir sur un concept qui permet de mettre en place des processus qui sont indépendants l'un de l'autre. À titre d'exemple, si on prend les interfaces graphiques, quelques composants peuvent agir de manière autonome. S'il n'y avait pas le multithreading, les composants que vous allez mettre en place ne pourraient agir que lorsque l'interface est suspendue. Plus généralement, le multithreading ou bien le multitâche, il permet de réaliser plusieurs processus indépendants en parallèle, permet de gérer des files d'attente et permet au besoin de synchroniser donc les différents processus entre eux. Pour implémenter votre thread, vous avez deux méthodes. Soit on passe par une interface, et du coup, on va hériter on va implémenter plutôt l'interface Renable qui fait appel à la bibliothèque JavaLang. Parmi les avantages et les meilleurs sur le plan orienté objet, puisque vous allez vous allez garder ou bien donner la possibilité à votre classe d'hériter à partir de notre classe qui correspond à la logique métier et la conception que vous avez mis en place pour l'application. Par contre, il y a donc un travail à faire lorsque vous voulez utiliser un objet Renable, il faut l'adapter sous un objet Thread. On va voir tout ça au niveau de l'implémentation pratique. Deuxième solution, c'est par héritage. Et du coup, la classe en question porte la casquette de Thread. Lui-même, il est un Thread. Du point de vue syntaxique, on utilise extends thread qui fait partie de la bibliothèque java.lang. Pour les avantages, c'est un code simple puisque l'objet lui-même, c'est un thread. Par contre, vous serez bloqué en termes d'héritage. Si votre conception
et votre logique métier vous exige d'avoir une classe mère de cette classe en question, bah là, vous ne pouvez pas le faire puisque Java il permet que l'héritage simple. Donc, selon le contexte et selon la situation, vous allez choisir l'une ou l'autre. Ça dépend de la situation. Dans l'élément suivant, donc vous avez votre operating system, le système d'exploitation. Vous avez votre application 1, application 2 qui correspond à des processus. Chaque application dispose de sa propre mémoire locale. Et là, donc, il y a une forte difficulté pour assurer la communication entre ces différents éléments. Si on est en Java, avec cette notion de multithreading, vous avez une application 3 qui est écrite en langage Java, qui correspond à un processus 3. Ben, on peut avoir plusieurs sous-processus. Thread 1 avec sa propre mémoire locale, thread 2, thread 3, etc. Et puis une mémoire globale qui est partagée par tout le monde. Et on voit bien, selon ce schéma, donc la simplicité de communication si on est dans un cadre de multithreading. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on est en train de découvrir, c'est une projection de multitâche de l'OS, de système d'exploitation. Le système d'exploitation dispose de son propre CPI qui dispose de son propre ordonnanceur. Quel est le rôle d'ordonnanceur? C'est lorsqu'il y a plusieurs tâches à exécuter à la fois, comment on va gérer et manager cette opération. Ici, dans l'exemple suivant, supposons que vous avez ces différents threads. Alors, à ce niveau-là, vous avez le thread numéro 1 qui va être exécuté au début. Une fois qu'il se termine, après un laps de temps, donc on va donner la main au thread numéro 4, ainsi de suite. Et au fur et à mesure, jusqu'à arriver à exécuter toutes les tâches demandées par l'utilisateur ou bien par le système de la machine. Par la suite, donc, je vais vous présenter quelques méthodes que vous allez souvent exploiter au niveau des multithreading. Donc, vous avez la méthode start qui permet, si vous voulez, de placer le thread dans l'état enable. Vous avez la méthode yield qui déclenche une exception interrupted exception. Donc, la virtual machine arrête la file active et la place dans un ensemble de files activables. Vous avez le sleep avec un argument en millisecondes lui-même, il déclenche l'exception interrupted exception. Il bloque la file pour un temps spécifié en millisecondes. Join qui déclenche quant à lui le throws interrupted exception. Donc mis la file d'attente jusqu'à un moment où la file T est terminée. Donc on va découvrir que celui-là, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'ordonnanceur qui va séparer le laps de temps entre tous les processus qui demandent une exécution, alors celui-là, donc il va favoriser, il va dire, on va exécuter ce processus dans un premier temps. Une fois qu'il termine, on passe au deuxième, ainsi de suite. On va découvrir toutes ces méthodes-là au niveau des cas pratiques qu'on va développer ensemble. Du coup, au niveau de la partie pratique, on va créer donc un thread par héritage, par implémentation, et puis on va faire les différents tests nécessaires qui sont derrière. Alors, je vous demande sous Eclipse de créer un nouveau projet. Donc, on va créer un projet de type Maven Project. C'est un projet simple project. Donc, on est dans labo.it et puis on va l'appeler project thread. Donc, le premier thread qu'on va mettre en place au niveau de src main Java, donc on va créer une nouvelle classe. On va la mettre dans un package qui s'appelle threads. Et la classe, on va l'appeler thread. Alors, pour la première solution, on va utiliser donc la notion d'héritage, puisque tout à l'heure, je vous ai parlé de deux solutions. Alors, la première solution qu'on va découvrir, c'est l'héritage. Du coup, on hérite à partir de la classe suivante, extends thread, qui fait appel à la bibliothèque, comme je vous ai dit tout à l'heure, Java Lang. Donc, on va redéfinir la méthode run, qui est override, qui est définie déjà dans la classe mère. À ce niveau-là, donc tout simplement, on va générer une boucle. Et allons de 1 par exemple, i est inférieur ou égal à 5 ou bien inférieur directement à 5 et plus. On veut afficher tout simplement la valeur de i. Et on aimerait bien par la suite
Après avoir donc exécuté cette boucle, si vous voulez, donc ce qu'on aimerait bien faire, c'est que on fait appel à notre thread point slip avec 1000 millisecondes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc cette instruction, bien cette méthode slip, elle demande la gestion d'exception, interrupted exception, et qu'on va rajouter. Ça, c'est notre, si vous voulez, thread qui permet de parcourir de 1 jusqu'à 5. À chaque fois, il affiche la valeur de i. On va voir comment le système va se comporter devant cette situation, sachant que est-ce qu'il va exécuter tout le code, toute la boucle, et par la suite, il va exécuter cette instruction, ou bien il va exécuter celui-là, et puis il va exécuter à chaque fois qu'il passe par un i celui-là. Donc c'est ça ce qu'on va découvrir tout de suite pour vous montrer la notion des threads. Alors pour ce faire, on va créer une nouvelle classe. Donc on va l'appeler thread1 demo avec le public static void main. Alors dans cette classe, tout simplement, on va déclarer donc un thread1. C'est celui-là, donc on va l'appeler thread1 égal à new thread1. Alors pour mettre le processus dans la file d'attente, j'aurais dû faire la chose suivante, thread1.start. J'exécute le programme et là donc je vous demande de remarquer qu'il va donc afficher la valeur, donc je réexécute, donc il va afficher le 1, donc on va réexécuter notre code, il va afficher le 1, après un laps de temps il va afficher le 2, le 3, le 4 et puis le 5. Pour bien comprendre la notion des threads au niveau de démo, donc je vais ajouter un deuxième objet, donc qui porte le nom thread2 par exemple. Et avec la même façon, je demande à notre thread2 de déclencher la méthode start. On va découvrir ensemble le résultat. Donc, je recompile, je réexécute. Et là, je vous demande de remarquer, donc il a donné un laps de temps pour le premier processus, et puis pour le deuxième, dès qu'on voit le 1, 1 deux fois, le 2, 2 deux fois, le 3, 3, le 4, 4 et puis le 5, 5. Et des coups, il apparaît bien que l'ordonnanceur, il est là, il partage le fil d'exécution entre ces deux processus. Pour bien comprendre le concept, si je change le start par run, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, il a exécuté toutes les tâches de notre premier processus, thread 1. Une fois qu'il a terminé, il a donné la main à deuxième tâche du deuxième processus. Du coup, la présence de start, comme je vous ai dit tout à l'heure, est indispensable pour déclencher ce concept de trade et de multi-trading en langage Java en général. Donc après avoir fait ça, donc on va revenir ici. Donc je travaille qu'avec un seul thread. Par exemple ici, donc je déclenche un ensemble de processus avec une boucle. Et allant de 0, il est inférieur ou égal à 3 par exemple, et plus plus. Donc je mets les deux à l'intérieur. Alors je déclenche l'exécution. Et là, je vous demande de remarquer, j'ai 4 processus, 0, 1, 2 et 3. Il a exécuté dans un premier temps les 4 processus. Il a affiché la valeur 1 4 fois, la valeur 2 4 fois, la valeur 3, la valeur 4 et puis la valeur 5. Et du coup, on est sous un ordonnanceur qui permet d'ordonner pour bien, si vous voulez, et pour rendre le résultat plus lisible, je vais demander au niveau de thread 1. Donc, on va ajouter un attribut avec provide int. On va l'appeler thread number. Donc, on va l'initialiser au niveau de constructeur. Donc, on va créer le constructeur avec argument. Et là, donc, on va faire
l'affectation. Automatiquement, la classe démon va signaler une erreur, puisque tout à l'heure c'était un constructeur sans argument. Maintenant on a un argument, c'est le ID number. Donc j'aurais dû faire ici i par exemple. Et là, au niveau d'affichage, on va ajouter la concaténation from thread. Et là, on affiche donc le thread number. Alors, j'ai ajouté un thread number, c'est seulement pour rendre le résultat plus lisible que tout à l'heure. Quand j'exécute maintenant, bah, j'ai le 1 pour le thread 1, j'ai le 1 pour le thread 3, le 1 pour le thread 0, pour le thread 2. Je me demande de remarquer que le système ou bien notre thread principal avec la Java Virtual Machine n'a pas commencé à partir de 0. Bah, du coup, pour la première famille, il a commencé à partir de 1, 3, 0, 2. Pour le deuxième, c'est 3, 0, 1, 2. Pour le troisième, c'est 0, 3, 2, 1, ainsi de suite. C'est-à-dire que l'ordonnanceur a ses mécanismes pour partager le laps de temps entre tous les processus que demande l'exécution par la suite. La question qui va se poser maintenant, c'est posons que vous avez donc un processus qui déclenche une exception. Est-ce que ça va bloquer les autres ou non? Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bah, au niveau de notre, si vous voulez, run, la méthode principale au niveau de la classe thread 1, bah, on va ajouter le test suivant. Si this.number thread number égale à 2, dans ce cas-là, on va déclencher un runtime exception, une exception lors de l'exécution. Si on se retrouve avec un processus dont le number égale à 2, bah, on va déclencher une exception. L'objectif, c'est de vous montrer est-ce que à partir de cette exception, il va bloquer les autres processus ou bien les autres processus peuvent continuer indépendamment de l'exception de celui-là. Ce qu'on va découvrir tout de suite, c'est qu'on va exécuter. Et là, je vais demander de remarquer. Donc, il a parcouru pour la première fois les trois processus 0, 3, 2, 1. Il a déclenché donc l'exception, runtime exception vis-à-vis donc le thread numéro 2. Et pour le reste, tout le reste continue sauf le processus numéro 2. Donc ici, il y a donc pour le 0, pour la valeur 0, pour la valeur 3, pour la valeur 1, il n'y a pas de problème. Pour la valeur 0, pour la valeur 3, ainsi de suite. On n'a plus le 2 par la suite et le reste des valeurs restent en exécution sans aucun problème. Et du coup, donc, on peut rassurer qu'il y a une certaine indépendance entre ces différents éléments en général. Une autre situation, je reviens ici, ben, j'enlève le test de tout à l'heure. Supposons qu'il y a une exception au niveau de processus principal. À ce niveau-là, donc vous avez un throw, un new, runtime exception. Est-ce que ça va bloquer les autres processus qu'on vient de créer ou non? Ben, je me demande de remarquer. Donc, il a déclenché une exception au niveau du processus principal, mais n'a pas influencé sur le reste. Donc, vous avez donc 1 from 0, 3, 2, 1. Vous avez donc 2 from 0, 3, 2, 1, ainsi de suite. Et du coup, il apparaît bien que la Java Virtual Machine, donc, il gère les processus d'une façon qui est indépendante, si vous voulez. La deuxième simulation que je vais vous montrer tout de suite, c'est la deuxième méthode, c'est comment créer un thread en se basant sur l'implémentation de l'interface Renable. Alors pour ce faire, je prends la même classe, thread 1, donc je vais la glisser vers le même package. Eclipse va me proposer thread 2. Je vais tout fermer et là je vais travailler au niveau de thread 2. Alors, au niveau de thread 1, la solution, c'était l'héritage à partir de la classe thread. L'avantage, c'est qu'il est facile à manipuler.
L'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas hériter d'une classe, supposons que vous avez une conception qui exige l'héritage à partir d'une classe que vous avez créée vous-même. Alors la deuxième méthode, elle consiste à implémenter une interface. Du coup, j'enlève le extend thread, je fais appel, je vais agrandir la fenêtre, implement, renable, lui-même il fait partie de la bibliothèque Javalang. Bah, lui-même il dispose d'une méthode run, sauf qu'il va nous demander de supprimer si vous voulez la notation override. Donc je vais la supprimer dans le cas où j'ai l'héritage. C'est une annotation, si vous voulez, qui n'est pas acceptée dans cette situation-là. Bah, je garde le même principe. Maintenant, comment on va exploiter cette classe thread1 qui implémente cette interface renable? Du coup, je vais créer une nouvelle classe. Donc, je vais l'appeler thread2 demo avec public static void main. Donc, je déclare maintenant un élément de type thread2. Je vais l'appeler thread2 est égal à new thread2. Donc, j'aurais dû faire la même chose que tout à l'heure, une boucle qui commence de 0 jusqu'à 3 par exemple, et plus. Je déclare mon thread à l'intérieur. Ici, c'est la valeur de i. Alors là, tout à l'heure, on a utilisé donc la méthode start, ce qui n'est pas le cas ici, puisque là, on est dans une autre conception. Tout à l'heure, le thread 1 lui-même, c'est un thread. Maintenant, le thread 2, il implémente l'interface renable. Du coup, je vous ai dit tout à l'heure qu'au niveau de manipulation, c'est un petit peu complexe par rapport à la première solution, qui représente un inconvénient, si vous voulez. Donc, pour utiliser cette variable thread2, ben, j'aurais dû faire la chose suivante. Je déclare un thread de Javalang. Je vais l'appeler thread par exemple. Et au niveau de son constructeur, je fais appel. Donc là, je vais demander de remarquer que parmi les constructeurs fournis par la classe thread, vous avez un constructeur qui attend la cible ou bien une variable ou bien un argument de type renable. C'est le cas de notre classe thread2 qu'on vient de créer. On va passer thread2. Et maintenant, c'est ce thread-là. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut prendre donc le squelette d'un thread pour faire le reste. Alors, on fait appel à start. Et là, donc, quand j'exécute, on va se retrouver avec la même situation que tout à l'heure. Donc, vous avez le 1, vous avez le 3, le 2, 0. Ça, c'est le processus 1. Et puis, pour la valeur 2, vis-à-vis donc tous les processus, ainsi de suite. Et voilà donc la différence entre la première situation. Si je reviens vers l'autre démo, alors pour le démo 1, je déclare une variable qui est renable, je le mets dans une variable qui est de type thread pour avoir le start. Par contre ici directement je fais start puisque c'est un thread en général. La dernière chose que je vais partager avec vous, c'est vous montrer l'utilité de la méthode join dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ben, au niveau de thread 2, je peux faire la chose suivante. Donc, avant de faire l'opération, bien après avoir, si vous voulez, intégré au niveau de cette méthode-là, donc après avoir fait le start, est-ce que je peux faire un join et quelle est la valeur ajoutée de cette méthode? Déjà, cette méthode, elle exige la gestion d'exception, interrupted exception. Donc, on va l'ajouter. On va exécuter pour identifier ensemble l'impact de cette action qu'on vient de développer. Alors là, je vais demander de remarquer qu'il va exécuter tout ce qui concerne le processus numéro 0. Par la suite, elle rend la main au processus numéro 1. Par la suite, elle rend la main au processus numéro 2. Par la suite, elle rend la main au dernier processus, le processus numéro 3. Du coup, il apparaît bien que dans cet exemple, après avoir ajouté le join, on n'a plus l'ordonnanceur qui est toujours actif.
C'est comme l'exécution synchrone. On attend le premier processus. Une fois que se déclenche, on passe au deuxième processus, ainsi de suite. Et c'est ça la valeur ajoutée de cet élément Turing. Donc, durant cette séquence, c'était l'occasion de vous montrer l'utilité en général de ce concept de multithreading, qui est une projection de multitâches que vous connaissez en OS, pour pouvoir l'exploiter et la manipuler au niveau de programmes que vous allez développer par la suite. Avant de quitter, je vous demande de revenir vers le projet de la dernière séquence. C'est le IHM 2.1, je ne me rappelle pas bien. Je crois que celui-là. Voilà. Si on revient vers le build Windows 8 que je vous ai montré la dernière fois, quand on a créé une interface graphique à l'aide de l'assistant, à l'aide d'une palette, bah, le système nous a créé à notre tour le code source. Donc on a créé ça avec la palette, avec donc la structure des composants, des propriétés, etc. Au niveau de code source, il apparaît bien que notre système, je vous demande de remarquer, il utilise donc une file d'attente sur laquelle il implémente l'interface Renable, sur laquelle il implémente la méthode run. Puisque tout à l'heure, je vous ai parlé de l'exemple concernant les interfaces graphiques. Seulement pour voir, voilà une utilité de ce notion de multithreading en général. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en dessous de la vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.